Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que je m'occupe régulièrement du CEDIAP, le centre de diabétopodologie qui est hébergé à l'hôpital Sud de Rennes dans le service de diabétologie. Et effectivement, on reçoit toutes les semaines des patients avec des plaies de pied. Et comme vous allez le voir dans le diaporama, quelquefois ça peut aller vraiment très très vite, même avec une bonne prise en charge. Donc plus on agit tôt, plus on a de chances de sauver les orteils et les pieds de nos patients. Donc, chez les plaies de pied, chez le diabétique, il y a 3 principales causes. La première, c'est l'ischémie, avec une atteinte soit des gros vaisseaux, soit de la circulation distale. La neuropathie, avec les troubles de la sensibilité qui entraînent également des déformations des pieds. Et l'infection, qui vient en général aggraver les plaies qu'on a chez nos patients. Donc, il faut essayer d'identifier le principal responsable. Il faut essayer de préciser l'influence des 2 autres. Et il faut essayer, en général, de trouver le facteur déclenchant. Souvent, c'est une nouvelle paire de chaussures, c'est un soin de pédicurie, éventuellement, réalisé par le patient lui-même qui a été un petit peu agressif. Et si on veut s'en sortir, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire avec le médecin, bien sûr, l'infirmière pour les soins et le pédicure podologue. Donc, il y a parfois des arguments pour des plaies artérielles. Si vous avez une plaie qui est douloureuse, s'il y a des zones nécrotiques, si vous ne palpez pas les poux périphériques et qu'en plus au Doppler, vous avez des signes d'artériopathie, bah, vous avez sûrement une plaie artérielle. Et le risque sur ce type de plaie, que vous reconnaissez bien comme artérielle à cause de la nécrose, c'est le risque de surinfection qui est d'autant plus élevé que là, il y a un déséquilibre glycémique chez vos patients. Donc, devant toute plaie chez le diabétique, il faut commencer par faire un bilan artériel en regardant l'aspect du pied, bien sûr, de la plaie, palper les poux périphériques, faire le Doppler, une description détaillée des axes de jambes, éventuellement la mesure de la pression au gros orteil. Par contre, l'IPS chez les diabétiques a très peu de valeur en raison de la médiocalcose qui entraîne souvent une élévation artificielle de l'IPS. Et s'il y a une artériopathie, c'est un adressage en urgence au chirurgien vasculaire parce que si on peut faire un geste de revascularisation, ça va énormément modifier le pronostic de la plaie. Ce qu'on a le plus souvent, nous, en diabétologie, ce sont les plaies neuropathiques. Donc, elles sont le plus souvent indolores. Ça, c'est plutôt bien pour les patients, mais ça fait que parfois, ça traîne et qu'ils s'en aperçoivent souvent tardivement. Pour repérer la neuropathie, je pense que vous connaissez tous maintenant l'examen au monofilament, qui est ce petit filament de plastique qu'on va venir appliquer sur le pied et demander aux patients s'ils sentent ou pas. Ces plaies neuropathiques, elles arrivent en général sur des zones d'appui, souvent sur des pieds déformés. Je vais vous montrer juste après quelques déformations type griffe d'orteil ou pied de charcot. Et le risque, là aussi, il est à la surinfection, surtout si vous avez un déséquilibre glycémique important, avec très fréquemment une dermohypodermite, mais également, vraiment pas rarement, un problème d'ostéite sur lequel Solène va pouvoir revenir ensuite. Alors, des exemples de déformation des pieds. Là, vous avez typiquement des orteils en griffe où vous risquez d'avoir des plaies sur le dessus des orteils parce que ça vient frotter sur le dessus des chaussures ou sur la pulpe des orteils. Là, vous avez, pardon, je me bats avec le pointeur, un hallux valgus où il y a un risque de plaie sur la zone concave, convexe, pardon. Et puis, vous avez en bas ici un pied de Charcot avec des plaies donc sur les zones d'hyperappui. Et donc là, la décharge va être fondamentale. C'est quoi le mal perforant plantaire? Ben, en fait, c'est d'abord une zone d'hyperkératose qui va se former sur une zone d'hyperappui. Vous, si vous avez ça, au bout de 8 jours, vous arrêtez de marcher parce que ça vous fait mal. Mais du fait de la neuropathie, le patient, il sent rien. Donc, il va continuer à marcher. Vous allez avoir une petite collection séreuse d'abord qui va venir se former entre la tête osseuse et la zone d'hyperkératose. Et puis, si on n'agit pas, il va y avoir une fissuration. Les germes vont commencer à rentrer au niveau de la plaie. Et comme l'os, c'est pas loin, ensuite, vous allez avoir l'ostéite. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme d'apparition de l'ostéite sur le mal perforant plantaire. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher devant un mal perforant plantaire typique comme celui-ci à l'examen clinique d'abord? C'est, comme on disait, palper les poux périphériques, vérifier la sensibilité au monofilament, voir si on a des arguments pour une infection au niveau de la plaie, en examinant la peau périlésionnelle. De la même façon, Solène vous montrera des photos d'infection tout à l'heure. L'aspect de l'écoulement, s'il est séreux, on n'est pas trop inquiet. S'il est franchement purulent, c'était plus embêtant. Et puis, rechercher le contact osseux. Alors, ce n'est pas toujours simple. Nous, à l'hôpital, on a des stylets à pointe mousse, donc on ne risque pas de blesser. Et ça permet vraiment d'avoir un aspect de sucre mouillé quand on teste. Mais si vous n'avez pas ça, avec un petit bout de cathlon en plastique, vous mettez dans la plaie et en général, si vous avez un contact osseux, vous allez le repérer. Et c'est vraiment fondamental. Et pour moi, c'est un examen hyper simple à faire qu'on ne fait pas assez souvent
même à l'hôpital, qui permet vraiment de se dire: «Oui, là, il y a peut-être un problème, on a un vrai contact osseux» ou «Bah, non, j'en ai pas, donc pour l'instant, je temporise un petit peu». Et puis, il ne faut pas oublier de regarder l'autre pied, parce que parfois, on est focalisé sur une des plaies et il y a peut-être une plaie en devenir, sur l'autre pied. Donc on regarde vraiment les 2 pieds et bien sûr, on évalue l'équilibre glycémique puisque comme je vous le disais, plus le diabète est déséquilibré, plus vous avez un risque de surinfection. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un petit, acronyme qui s'appelle le MIDAS, qui est donc la prise en charge métabolique de l'infection, la décharge, les soins et les artères. Donc, vous le savez, quand il y a une plaie, il faut vérifier si le patient est correctement «nourri», entre guillemets. Si vous avez des signes de dénutrition, bien sûr, il faut lui donner des compléments alimentaires. Et puis, il va falloir surveiller son diabète et essayer de l'équilibrer le mieux possible. Il y a une infection, il faudra la traiter, mais jamais d'antibiotiques local, ça ne marche pas. Donc, si on fait quelque chose, c'est soit Péros, soit injectable. Des tissus mous s'il y a une infection des tissus mous, de l'ostéite s'il y a une ostéite ou une ostéoarthrite. La décharge dans le pied diabétique, elle est fondamentale. Vous pouvez mettre tous les antibiotiques que vous voulez, tous les pansements que vous voulez. S'il n'y a pas de décharge, votre plaie, elle ne cicatrisera pas. Donc la décharge adaptée, elle est fondamentale. Et ça, ce sont les pédicures podologues qui vont nous aider, mais aussi les podoorthésistes. Les soins, ils seront infirmiers. Le type de pansement sera fonction de la plaie. Je n'ai pas le temps de détailler les différents pansements, mais il y a des pansements adaptés à différentes situations en fonction du degré de fibrine, de si la plaie est bourgeonnante ou non, s'il y a de la nécrose ou pas. Et puis, bien sûr, l'état artériel, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez une circulation altérée, les antibiotiques arriveront moins bien dans le site de la plaie et vous traiterez moins bien les infections. Et le pansement, bah, comme je disais, il y en a plusieurs et à adapter en fonction de l'aspect local. Alors, quand est-ce qu'on va s'inquiéter? Quand est-ce qu'on va considérer qu'un mal perforant est à risque d'infection grave? Bah déjà, s'il traîne, si vous avez une plaie qui est là depuis plus de 3 semaines, il faut commencer à se poser des questions. Ensuite, sur l'aspect de la plaie, est-ce qu'il y a de l'inflammation périlésionnelle? Est-ce que la peau pourtour du mal perforant est rouge, inflammatoire? Est-ce qu'il y a un érésipèle? Est-ce qu'il y a un aspect de collection? Est-ce qu'il y a une profondeur importante? Nous, on a plein de diabétiques avec des petites plaies qui ressemblent à rien de 1 millimètre de diamètre. Et puis, quand vous mettez le stylet, vous apercevez que vous arrivez de l'autre côté du pied. Et quand je dis ça, je ne caricature pas. C'est vraiment fréquent. Un écoulement de pus, bien sûr, va inquiéter si le tendon est apparent et a fortiori si vous avez un contact cartilagineux ou osseux au stylet ou à défaut, je vous disais, avec un cathlon stérile, on peut également tester. Le diabète, moins il est équilibré, plus vous risquez la surinfection. Et puis attention à tous les patients qui ont des matériels étrangers, prothèses de hanche, prothèses vasculaires, pacemaker, parce que si les germes diffusent lors d'une bactériémie, d'une septicémie et qui vont s'accrocher sur ces matériaux étrangers, ça peut amener à enlever une prothèse de hanche ou un pacemaker parfois. Alors, c'est quoi les hospitalisations urgentes nécessaires? Ça peut être une urgence infectieuse. Si vous avez une infection grade 3 ou 4, Solène va y revenir. En général, c'est une infection profonde ou avec des signes généraux type septicémie. L'urgence vasculaire, si vous avez une ischémie aiguë de membre, bien sûr, mais si vous avez des zones nécrotiques, si vous avez des douleurs de décubitus, là aussi, il faut contacter très vite les chirurgiens vasculaires. Et puis l'urgence diabétologique, si vous avez vraiment un déséquilibre glycémique important pour rééquilibrer le diabète. Donc, soit vous envoyez au référent local, soit à Rennes, vous avez le CEDIAP, le centre de diabétopodologie. On essaye de les prendre assez vite si, bien sûr, on n'est pas dans une de ces situations d'urgence plus spécifiques. Quelle prise en charge? En l'absence de situation vraiment urgente, il n'y a pas forcément besoin d'hospitaliser. Si vous avez un mal perforant débutant, on va dire, la principale prise en charge, comme je le disais, c'est la décharge. Est-ce qu'on peut à domicile? En général, oui. Les barouques ou les chutes, ça peut être utilisé, mais souvent les patients ils sont déséquilibrés. On est parti souvent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois de cette décharge. Donc nous, on travaille avec les podoorthésistes de Rennes, il y en a plusieurs, et on fait faire des DTACP, dispositifs transitoires d'aide à la cicatrisation du pied, qui sont des grosses chaussures un peu moches en genre de feutrine, dans lesquelles on peut vraiment mettre des grosses semelles avec vraiment des décharges en face des plaies, et ça aide souvent bien les choses. Et puis bien sûr, après, fauteuil roulant, il y a canne anglaise, il y a toutes ces choses-là. Les soins de pédicurie sont fondamentaux pour enlever la kératose périlésionnelle. Je vais vous montrer des photos juste après. Et puis les soins infirmiers, bien sûr. Et là, on a plein de pansements efficaces, mais il n'y a rien qui ne vaut la détertion manuelle si vous avez beaucoup de fibrine. Donc la curette, le bistouri, en fonction des habitudes de chacun. Mais tout ce qui est fibrine, toutes ces zones jaunes, verdâtres, là, il faut les enlever parce qu'elles gênent la cicatrisation. Nettoyage de la plaie, eau et savon dans la douche, ça marche très bien.
Sinon, sérum physiologique, en tout cas, jamais d'antiseptique local. Et puis, un pansement adapté au type de plaie, à son degré de fibrine, est-ce qu'elle est hyperbourgeonnante ou non. Des compresses, la bande, jamais de sparadrap sur la peau, parce que ça crée des nouvelles plaies. Et puis, on va rediscuter du traitement antidiabétique si le diabète est déséquilibré, vérifier la vaccination antitétanique, il y a plein de patients qui ne sont pas à jour, et puis discuter de l'antibiothérapie probabiliste si nécessaire, si on ne peut pas faire de prélèvement, mais Solène va y revenir, et en tout cas, jamais d'antibiotique local. La gradation du risque podologique, je pense que vous la connaissez parce que maintenant elle est effective depuis quelques années. Le grade 0, c'est on n'a pas de neuropathie. Grade 1, c'est une neuropathie isolée. Et là, on n'a pas le droit de prescrire, dans le cadre de l'ALD, des soins de pédicurie. Certaines mutuelles prennent en charge, mais pas toutes. Et par contre, à partir du grade 2, là, on peut prescrire sur des ordonnances d'ALD des soins de pédicurie réguliers à nos patients. Alors, le grade 2, c'est une neuropathie avec au moins en plus soit une artériopathie, soit une déformation du pied à risque, hallux valgus, orteil en griffe, pied de Charcot. Et le grade 3, c'est soit un antécédent d'amputation, soit un antécédent de plaie de pied qui a évolué depuis plus de 4 semaines. Normalement, vous n'avez plus forcément besoin de le prescrire. Si le patient va directement chez le pédicure-podologue, il va pouvoir faire un bilan podologique et il va pouvoir lancer la prise en charge. Et dans le cadre du grade 2, ils ont droit à 5 séances remboursées par an. Dans le cadre du grade 3, ils ont droit à 6 séances remboursées par an. Et s'il y a une plaie, ça monte à 8 séances. Alors, quelques photos pour illustrer. C'est un patient que j'ai vu là tout récemment, que je connais très bien, qui a traîné une ostéite du 5e orteil pendant plusieurs semaines, qui s'est fait amputer de son 5e orteil, qui a eu une ostéite résiduelle du 4e qu'on a fini par faire cicatriser en début avril. Et là, malheureusement, il revient au Cédiap le 6 mai avec une nouvelle plaie parce qu'il n'a pas mis sa chaussure de décharge, parce qu'il en avait marre de son DTACP et qu'on était en train de faire les chaussures définitives et qu'il a remis des chaussures de ville. Donc, il a fait une espèce d'ampoule et il est arrivé le 6 mai avec cette plaie, vous voyez, avec beaucoup de kératose périlésionnelle et la plaie. Donc là, au Cédiap, on l'a pris en charge. On avait notre pédicure podologue qui a bien travaillé, puisque vous voyez qu'après le soin de pédicurie, la plaie, elle est comme ça. Donc, plaie superficielle, propre, bourgeonnante, non fibrineuse. Je n'étais pas trop inquiète. J'ai dit au monsieur, on vous refait un DTACP, vous évitez de marcher en attendant, et puis on fait des soins locaux, et puis j'espère que ça va bien aller. Sauf que malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé, je vais y revenir juste après. Comment on fait les décharges? On a plusieurs options. La première qu'on utilise souvent, je vous disais, c'est le DTACP, le dispositif transitoire d'aide à la cicatrisation du pied. Là, vous voyez un pied de Charcot. Voilà, un DTACP, ça ressemble à ça, cette grosse chaussure pas très belle en feutrine dans laquelle on peut mettre les grosses semelles et vraiment un gros trou en regard de la plaie pour aider à la cicatrisation. Et ce patient-là, il a fini par cicatriser complètement, mais au bout de 5 ans. Et puis, on peut mettre aussi des orthoplastiques, qui sont des petits dispositifs en une sorte de plastique souple, qui peuvent être faits par les pédicures podologues. Et dans le cas présent, ça permet de séparer les deux orteils, parce que vous voyez que la plaie, elle est ici. Et comme là, elle est assez haute, on peut glisser l'orthoplastie dans le sillon pour vraiment espacer les deux orteils et obtenir la cicatrisation. Si la plaie persiste, première cause, c'est le patient ne met pas sa décharge. Donc, bien vérifier qu'il met sa décharge. Moi, maintenant, je leur dis de la mettre du matin au lever jusqu'au soir au coucher. Parce que quand vous dites au patient, il faut mettre une décharge, vous dites, oui, docteur, je mets bien ma chaussure. Dès que je sors faire mes courses, je la mets. Mais chez eux, ils sont avec leur charentaise, donc avec 0 décharge. Donc, c'est vraiment du lever au coucher. Et si ça persiste, il faut rechercher l'ostéite, donc le contact osseux, comme je disais, le petit stylet ou le cathlon, et pas hésiter à faire une radio du pied. Si la plaie a plus de 15 jours. N'hésitez pas à la renouveler. Les signes sont souvent retardés à la radio. Là, vous voyez, il y a une belle infection dermohypodermite de l'hallux. Sur la radio qu'on avait fait à 15 jours, il n'y avait pas du tout de signe d'ostéite sur la radio. Par contre, sur la radio qu'on a renouvelée à 40 jours, ici, vous voyez là, on a une perte du capital osseux. Mais parfois, l'évolution est rapidement péjorative. Donc, c'est mon patient de tout à l'heure. Et vous voyez, là, c'était le 6 mai. Et là, je l'ai revu le 3 juin. Et je vous ai passé les photos intermédiaires, mais il a fait une espèce de grosse flictène sous le pied. Il y avait des sérosités purulentes, donc j'ai découpé la flictène. Et là, je l'ai revu 3-4 jours après. Et en fait, là, vous voyez, il a une zone ici avec beaucoup de fibrine, ici aussi. Là, il a une zone de nécrose en dessous. Et sur l'autre photo, vous allez voir, on a un pertuis qui communique. Pardon, je suis allée trop vite. Hop, là, entre les deux plaies. Et normalement, il se faisait amputer hier de son premier rayon, premier méta, parce que voilà, on a eu beau faire ce qu'on pouvait, on n'a
pas réussi à obtenir une action suffisante. Nos collègues infectiologues, pourtant, sont intervenus. Il a été fébrile et on a changé d'antibiotique. Là, il était apyrétique, mais dans l'intervalle, les choses se sont vraiment aggravées. Donc, en conclusion, j'ai pas pu tout vous raconter parce que 20 minutes, c'est très court pour parler du pied diabétique, mais nous, ce qu'on conseille à nos patients, à partir du moment où ils sont grade 2 ou grade 3, c'est quelque chose qu'on appelle les 10 commandements, qui sont des petits conseils vraiment basiques du style ne pas marcher pieds nus, ne pas prendre de bain de pieds prolongés, acheter les chaussures plutôt le soir, mettre des chaussettes et les changer tous les jours, se laver les pieds, bien sécher entre les orteils. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais c'est vraiment des conseils basiques de prévention. Ensuite, nous, il faut qu'on sache grader le risque de lésion plantaire, savoir s'ils sont grade 2 ou grade 3. Et dès qu'ils sont grade 2 ou grade 3, vraiment les encourager à aller voir régulièrement le pédicure podologue pour faire ôter les zones de kératose. Savoir évaluer le degré d'urgence. Si c'est vasculaire, c'est très vite le chirurgien vasculaire. Dans les autres cas, soit c'est urgent, ça peut être le service de diabéto si vraiment le diabète est très mal équilibré. Ça peut être le service de maladies infectieuses si vous avez l'impression que c'est l'infection qui est en première, devant de la scène, entre guillemets. Et si vous arrivez, on espère, avant, avec la prévention, là, ça peut être le CEDIAP, donc le centre de diabétopodologie. On essaie de vous les prendre rapidement. Il y a aussi au pôle Saint-Hélier des collègues qui s'occupent aussi des plaies. Donc, ça peut aller très, très vite, surtout si le diabète est mal équilibré dans le sens de l'infection. Et si on n'a pas d'urgence, c'est savoir travailler en collaboration avec le médecin, bien sûr, l'infirmière pour les pansements, les soins, mais aussi ne pas oublier le pédicure podologue pour les décharges et l'ablation de l'hyperkératose et le podorthésiste, il faut vraiment une chaussure adaptée. La décharge, c'est fondamental et savoir adresser rapidement au centre le plus proche s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 15 jours de bonne prise en charge ou en cas, bien sûr, d'aggravation. Et pour conclure, c'est vraiment un travail d'équipe et un travail pluridisciplinaire autour du patient. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Solène.